La capsule numéro 11, on va voir vraiment les principes de base en pneumatique, surtout la loi des gaz, puis comment le gaz, en fait, nous, on utilise de l'air, mais comment tout ça, ça se comporte, puis il y a des calculs qu'on peut faire à partir de ça. Puis il y a certaines notions qui vont être intéressantes aussi de connaître pour être capable un peu là, d'interpréter les systèmes pneumatiques. Alors, première chose, la loi des gaz, parfait. L'air, bon, c'est pas tout à fait parfait, mais il y a quand même une relation qui existe entre plusieurs valeurs. Hein. On a la pression, on a le volume, on a le nombre de moles d'un gaz. S'il y en a qui ont fait des cours de chimie au secondaire, peut-être qu'ils se rappellent le nombre une mole de molécules, c'est un gros paquet de molécules ensemble, parce qu'une molécule, vu que c'est excessivement petit, on ne va pas commencer à compter les molécules une par une. Donc, on les considère en gros paquets, avec le fameux nombre d'Avogadro qui était 6,022, je pense, fois 10 à la 24 ou à la 23, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est pas très important parce qu'on ne va pas plonger très profondément dans le point de vue chimique ici. Dites-vous juste que le N ici représente d'une certaine façon le nombre de molécules ou donc la quantité physique d'air à l'intérieur d'un certain volume. On a bien sûr la température et on a une constante, la fameuse constante des gaz parfaits, qui est 8,3145 blablabla en joules par mol par Kelvin. Et là, vous voyez, si on regarde ces unités-là, bien c'est sûr qu'on va avoir la pression en pascal, le volume en mètres cubes, on a le nombre de moles ici, puis la température, c'est en Kelvin. Donc, quand on utilise cette équation-là, il faut vraiment respecter cette chose-là ici. Mais dans le cadre du cours, on ne va pas vraiment utiliser cette équation-là. On va utiliser d'autres formes d'équations qui sont dérivées de celle-ci. Donc, si on regarde, avant d'aller un peu plus loin, un petit rappel qu'on avait déjà parlé en hydraulique, hein, certaines unités ici de Pascal, de bar, de mégapascal, de PSI, d'atmosphère, et qu'est-ce qu'on veut dire par TPN, température et pression normale, comment on calcule des kelvins, des degrés Celsius par rapport au Fahrenheit, etc. Donc, c'est une bonne référence ici, mais il existe tout plein de convertisseurs sur l'Internet et ChatGPT peut facilement aussi convertir d'un type d'unité à l'autre. Donc, on a des définitions. Hein? Des définitions, je ne vais pas lire tout le texte ici, mais on a vraiment certains concepts de la pression atmosphérique, de la pression absolue, de la pression effective. Hein? Puis souvent, on va utiliser, pression absolue, vous voyez le petit A ici. Pour pression effective, le M veut dire M pour manomètre ou la pression manométrique. Puis en anglais, on aurait un G. Le G pour gauge. Puis des fois, on va écrire EFF pour pression effective. Qu'est-ce qu'on veut dire par manométrique ou gauge? Ben, c'est vraiment... Sur un système pneumatique, on va avoir un cadran qui va nous indiquer la pression. En anglais, et des fois en franglais aussi, hein, un bon vieux terme québécois qu'on va entendre, c'est quoi la pression selon le gauge? On parle vraiment du cadran du manomètre qui est le cadran qui va nous indiquer la pression. Et là, on va parler de kilopascal ou de PSI, mais on va rajouter le G ici qui veut dire gauge. Donc, ça, c'est une notation qui nous permet vraiment de faire la différence entre la pression effective et la pression absolue. La pression du vacuum, qu'on va utiliser VAC pour vacuum ici, bien, c'est la pression comme avec un aspirateur ou quand on tire un liquide à travers une paille ou une pompe ou des choses comme ça, mais on va développer un vacuum et à la diapositive suivante, on va regarder comment toutes ces valeurs-là interagissent ensemble. Première chose que je veux dire, c'est la pression atmosphérique ici.
Hein, vous voyez cette ligne-là? Imaginez, là, on a ici le vide parfait, donc la pression est 0 ici. On est comme dans l'espace. C'est le vide parfait. La pression atmosphérique, la pression autour de nous en ce moment, vous voyez, c'est pas une ligne droite. Hein, elle est toujours un petit peu variable. On le dit ici que c'est variable parce que, en fonction de la météo, souvent, des conditions météorologiques, on va avoir une pression qui va varier. En général, ça tourne autour de 101,3 kPa, mais au moment où on a de la tempête qui se prépare, ben, cette pression-là va diminuer, puis quand il fait beau temps, avec un ciel dégagé, souvent, la pression est plus élevée. Donc, on a notre pression atmosphérique et le vide parfait. Si on abaisse la pression avec un aspirateur ou avec une paille, bien vous voyez que vous allez avoir une différence. Si je suis à peu près ici, bien la différence entre la pression de mon vacuum puis la pression atmosphérique, c'est vraiment, comme si vous voulez, la force de mon vacuum. Puis là, plus on essaie de créer un vacuum fort, bien vous voyez là qu'on se rapproche du vide parfait. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une limite pour la pression du vacuum. Et cette limite-là est basée sur la pression atmosphérique. On ne pourra jamais avoir une plus grosse valeur que ça. Donc, ça explique pression atmosphérique et le vide parfait pour trouver la pression du vacuum. Maintenant, si je comprime un gaz, j'augmente la pression d'un gaz, bien cette pression-là, absolue, c'est-à-dire par rapport au vide parfait, va avoir une certaine valeur. Cependant, quand j'utilise un manomètre, un gauge, un cadran pour mesurer ça, ben, le cadran est soumis autant à la pression atmosphérique que la pression que j'ai à l'intérieur de mon réservoir ou de mon système pneumatique. C'est pour ça que la pression effective, c'est seulement la pression absolue moins la pression atmosphérique. C'est comme si la pression atmosphérique s'annulait et on est capable de juste voir la différence entre la pression atmosphérique et la pression absolue. Donc, quand on voit 0 sur un manomètre, ça veut dire que la pression dans mon système est égale à la pression atmosphérique. Et quand j'augmente cette pression-là, ben, c'est une pression additionnelle par-dessus la pression atmosphérique qu'on est en train de bâtir ici, jusqu'à une certaine valeur. Pourquoi c'est important? Bien, ça, c'est ce que je vais lire sur le manomètre, mais ça, c'est la pression absolue. Et si je reviens ici, vous voyez que la pression dans la loi des gaz doit être la pression absolue. Donc, c'est important de ne pas se mélanger quand on fait ces calculs-là ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut transformer ça d'une certaine façon pour que ça soit utile à nous? Là, il y a une petite transformation mathématique. On a notre fameuse équation ici. Si j'isole le R ici, la fameuse constante, je vais avoir ça ici qui va rester à droite du signe égal. La constante ne varie jamais. Sachant ça, et en plus de ça, sachant que, admettons que j'ai une situation ici, une certaine pression dans un certain volume avec une certaine quantité de gaz à une certaine température, la relation ici est respectée. Mais si j'ai quelque chose avec une autre pression, un volume différent, une quantité de molécules, etc., bien, la relation est quand même respectée. La seule chose qui n'a pas changé entre les deux situations, c'est la valeur R. Et si j'isole R dans ces deux situations-là pour avoir quelque chose comme ça, bien finalement, j'obtiens cette belle équation-là ici. P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2. Donc, c'est simple. Si tout reste... admettons que la quantité de gaz et la température restent la même. Si j'augmente la pression à l'intérieur d'un certain volume, ben, si j'augmente la pression d'un gaz, le volume va changer. Donc, si je double la pression, ou plutôt, tiens, je devrais dire ça. Mon volume, qu'est-ce qui arrive si je
divise par 2 mon volume, ben pour que la relation soit respectée, il faut que la pression soit 2 fois plus élevée. C'est normal, je rapetisse mon volume, je suis en train de comprimer mon gaz, la pression va augmenter par rapport à ce qu'elle était avant. Donc vous voyez, il y a la situation avant et la situation après. Et là, il existe toute une panoplie d'exercices qu'on va pouvoir faire justement pour savoir comment le gaz va se comporter quand on augmente la pression, on change de volume, c'est quoi son effet sur la température, des choses comme ça. Donc, quelques propriétés des gaz. Bien sûr, on peut comprimer le gaz. On peut comprimer le gaz comme dans une bonbonne de plongée sous-marine. L'expansibilité, très pratique. On peut gonfler un ballon. L'expansibilité, le gaz va occuper tout l'espace disponible. Si on met de l'air dans une boîte, l'air ne se tiendra pas dans seulement un coin, elle va occuper également tout l'intérieur de la boîte. C'est élastique aussi. Qu'est-ce qui arrive? La meilleure analogie qu'on pourrait penser, c'est le pneu d'une voiture. Le pneu d'une voiture frappe une bosse, le pneu va se déformer, mais après ça, il va reprendre sa forme à cause de la pression qui est égale tout partout à l'intérieur. Donc, ça fonctionne un peu comme un ressort ou un élastique. Vous étirez votre élastique, quand vous le relâchez, il reprend sa forme. La même chose avec l'air. Et bien sûr, l'air a une certaine densité. Un mètre cube d'air, ça pèse quand même presque 1,3 kg. Donc, imaginez la hauteur de l'atmosphère au-dessus de nos têtes. Ça a un certain poids. C'est pour ça qu'on a une pression de 101,3 kPa partout autour de nous. J'ai parlé des avantages de compressibilité, de le fait que ça soit élastique, etc. Mais en plus de ça, à l'aide de compresseurs, pour justement bâtir cette pression-là dans des réservoirs, on peut l'utiliser à toutes sortes de choses comme des mécanismes et aussi des circuits de commande. Pareil comme si on faisait du contrôle avec un automate, mais cette fois-ci de façon pneumatique. Cependant, ça demande... pas cependant, c'est quand même encore des avantages ici. L'entretien n'est pas très compliqué sur ces pièces-là. C'est quand même assez sécuritaire. C'est de l'air. L'air, c'est pas toxique. En plus de ça, on n'a pas besoin, c'est pas comme de l'huile, où là, ce qui va sortir du système, on doit le récupérer dans le réservoir pour pouvoir le réutiliser en boucle fermée dans un système. Pour la pneumatique, l'air qu'on a utilisé, on peut le relâcher autour de nous, comme j'ai dit, c'est pas toxique, donc ça élimine tout le besoin de ligne de retour. Je vous laisse quand même passer à travers ces textes-là à votre rythme. On continue avec des inconvénients. C'est que ça peut coûter quand même assez cher. Imaginez tous les coûts, les pertes, le gaspillage si on entretient mal nos compresseurs et s'il y a des fuites dans notre circuit, toute la pression qu'on a bâtie fuit en quelque part, donc il faut constamment faire fonctionner le compresseur pour maintenir cette pression-là. Donc, il faut toujours entretenir nos conduites pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Et en plus de ça, l'air doit être conditionné. On doit assécher l'air. Si on commence à introduire de l'eau dans ces circuits-là, là, on va avoir des problèmes des fois je dirais, la plupart du temps, des problèmes d'oxydation, de rouille à l'intérieur des conduites, et là, ça va commencer à mal fonctionner. Donc, il y a quand même tout un entretien préventif à faire et aussi s'assurer que la qualité de l'air qui est utilisé ne va pas affecter de façon négative notre circuit. En plus de ça, quand on distribue cet air-là, il faut utiliser toutes sortes de raccords et de conduites principales. Il faut penser à la pente de ces conduites-là, des cols de cygne. On va voir ça sur une autre diapositive plus tard. Et malgré qu'on essaie d'assécher l'air, il va toujours rester un petit peu d'eau. Et cette eau-là, il va falloir trouver un moyen de la récupérer. Donc,
je vous laisse lire, passer au travers les détails des inconvénients. La suite de la présentation, je passe rapidement, ce sont des exercices qui vont utiliser P1V1 sur N1T1 est égal à P2V2 sur N2T2 pour répondre à ces questions-là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 exercices, 5, 6 exercices ici. Et ensuite, une fois, je vous encourage de les essayer, d'essayer de comprendre par vous-même et de faire ces exercices-là. Ne vous inquiétez pas, on va les expliquer en classe également, mais faites l'effort de les essayer de vous-même. Ensuite, on a un vérin pneumatique. C'est quelque chose, c'est une composante qu'on va utiliser beaucoup en pneumatique. Il existe aussi des moteurs pneumatiques, qui est comme un peu le contraire d'une pompe. Mais les vérins, c'est vraiment ce qu'on va voir le plus souvent dans les circuits pneumatiques. Et comment ça fonctionne un vérin? Bien, vous voyez, il y a une entrée d'air ici et une sortie d'air là. Bien sûr, on peut inverser ça. Ça ici, A peut être la sortie et C peut être l'entrée. Dépendamment par où l'air entre, le piston ici, vous voyez ce piston-là, va se déplacer de gauche à droite et la tige du vérin va sortir. On voit la tige ici. Quand elle sort, on dit que le vérin est en train de travailler en poussant et quand on la fait rentrer, on dit que le vérin travaille en tirant. Alors, avec quelle force on va pousser? Bien, c'est facile à savoir. L'air rentre sous pression ici. J'ai une pression qui est appliquée sur une surface. On sait que la pression est égale à la force sur la surface. Si on fait un petit peu d'algèbre, on voit que la force, c'est égal à la pression fois la surface. Et c'est quoi la surface? La surface du piston, ben, c'est la surface d'un cercle. Et vous voyez, D majuscule, c'est le diamètre de mon piston. Mais qu'est-ce qui arrive si on veut le faire travailler en tirant? On va souffler l'air de ce côté-là. Donc, j'ai de la pression ici. Mais là, l'air n'aura pas un effet, ne va pas être appliqué sur toute la surface. Vous voyez ici, la tige, elle prend de la place. Donc, c'est seulement sur l'anneau ici qu'on le baigne, si on veut, sur lequel on va utiliser la pression. Donc, pour calculer cette force-là, ben, il faut utiliser une surface différente, c'est-à-dire la surface du piston moins la surface de la section de la tige. C'est pour ça qu'on voit ici que du côté tige, on va avoir la surface du piston avec le D majuscule moins la surface de la section de la tige avec le D minuscule. Vous voyez le D ici. Donc, c'est pour ça, la surface est plus petite. Le piston est fait pour être beaucoup plus fort, un peu plus fort quand même, en poussant qu'en tirant. Et pour terminer sur le vérin, vous voyez que de sa position la plus retirée à sa position la plus sortie, ben, il y a une course totale que le vérin peut parcourir. Et là, si on veut ajuster la vitesse de sortie de la tige, c'est très difficile à mesurer. Ça prendrait comme le radar d'une police pour être capable de mesurer la vitesse de la tige qui s'en vient vers nous, par exemple. Il y a une façon beaucoup plus simple. En minutant, avec un chronomètre, en chronométrant, en fait, je parlais de minutes, mais c'est plus des secondes, en comptant le nombre de secondes que ça prend pour sortir, si on connaît le nombre de secondes qu'on vient de mesurer et qu'on connaît c'est quoi la course, ben on est capable de savoir c'est quoi la vitesse du vérin. Comme j'ai dit, la vitesse est égale à la distance parcourue divisée par le temps. Donc, des vieux principes du début de la session qui reviennent nous hanter ici. Alors, connaissant tout ça, bien, il y a des exercices qu'on peut faire. Des exercices avec des vérins, où là, on va vous donner des situations différentes. On va vous demander c'est quoi la pression, c'est quoi la force, des choses comme ça. Des fois en PSI, des fois en livre. Est-ce qu'on parle des... Oui, des fois, on est en système international avec des millimètres, des bars, etc. Là, vous allez avoir l'occasion de jongler avec toutes sortes d'unités.
Et les derniers exercices 5, 6 et 7, ben là, il y a une petite difficulté de plus. On vous demande c'est quoi la grosseur du vérin pour accomplir ce qu'il y a dans l'énoncé. Vous allez le calculer, mais vous allez être limité par des choix. Voici les choix disponibles. On parle d'alésage. Qu'est-ce qu'on veut dire par alésage? Ben, c'est le diamètre du piston ici. Alors, sachant qu'on a ces alésages-là, on vous pose des questions. Vous allez trouver un diamètre, mais là, c'est de savoir, dans les choix qui sont disponibles, lequel allez-vous utiliser pour faire le travail dans ces 3 exercices-là ici. Ça termine les principes de base. Préparez-vous, faites les exercices, essayez-les, puis on va décortiquer ça en classe.